profil, c'est d'entreprendre. Même si aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une culture, c'est-à-dire c'est un cheminement, c'est une étape qu'il faut suivre. Et cette étape-là, nous, on essaie d'embarquer l'étudiant dès même la première année. Dès la première année. Ouais, moi, l'idée, c'est ça. Moi, mieux, je peux aller plus loin. Aujourd'hui, en Afrique ou même au Sénégal, on doit pousser les jeunes à entreprendre même à partir du lycée. Mais même, je dirais même encore, la culture de l'entrepreneuriat, on doit encore redescendre, n'est-ce pas, avec les plus petits, pour leur donner les petits outils, les petites astuces, pour pouvoir, comment dire, cultiver, n'est-ce pas, l'esprit entrepreneurial, n'est-ce pas, d'avoir des initiatives. Voilà, donc c'est pour ça, à chaque fois que je vois, il y en a beaucoup, je peux donner beaucoup d'exemples d'étudiants aujourd'hui qui font la fierté du Sénégal, qui sont des références, même parfois même en Afrique et dans le monde, dans certains pays, et qui proposent en fait, des solutions innovantes. Voilà, c'est pour ça, moi, je suis partisan, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, même si tout le monde ne peut pas entreprendre, mais la solution au chômage de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise, se trouve dans l'entrepreneuriat. Vous venez de dire que tout le monde ne peut pas entreprendre, ça veut dire que pour entreprendre, il faut des qualités, n'est-ce pas? Alors, après on va vérifier si notre avis est là ou pas. Alors, j'ai l'habitude, c'est un cheminement. C'est un long processus. C'est un long processus qui commence par la culture, l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire que c'est celui qui ne sait pas prendre des initiatives, quel que soit le contexte. Ça peut être un contexte économique, ça peut être un contexte culturel, ça peut être un contexte social, sportif, etc. Les gens doivent savoir prendre des initiatives. L'initiative, c'est la toute première étape. L'initiative, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement. Une personne qui sait s'engager, qui n'a peur de rien, c'est une personne qui sait sortir de sa zone de confort, d'abord, a déjà fait son premier coup de pioche. C'est ce que je dis, le premier coup de pioche. Ensuite, après, c'est la maîtrise. C'est-à-dire, déjà, avant la maîtrise même, c'est d'avoir les ambitions. L'ambition, donc, de savoir ce qu'on veut réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a un problème d'ambition. Au Sénégal, très souvent, tu peux poser une question à une personne, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Mais on a du mal à le savoir. Et je peux revenir même sur la problématique du projet professionnel et du projet pédagogique et professionnel des étudiants. Quand tu demandes à un étudiant c'est quoi son projet professionnel et qu'il ne le sait pas, c'est qu'il y a un problème d'ambition. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, l'entrepreneur doit être quelqu'un qui doit savoir où est-ce qu'il veut aller. Mais quand on dit aller quelque part, c'est un cadre, il y a une cartographie, ça veut dire un marché. Il y a un écosystème qu'il faut déjà comprendre, qu'il faut étudier, comprendre, n'est-ce pas, et d'avoir la bonne méthode. Et cette méthode-là, maintenant, c'est un cheminement. On avait très souvent l'habitude d'en discuter, et c'est un plaisir. Et donc, c'est un cheminement. Et ce cheminement, aussi bien quelqu'un qui veut entreprendre, qu'un entrepreneur même qui est en activité depuis des années, doit avoir ce cheminement pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir être performant. Voilà, donc c'est pour ça, en résumé, il faut avoir cette culture, il faut maîtriser comment dire, son marché, mais aussi, maintenant après, l'entrepreneuriat, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est-à-dire, après, c'est une organisation qu'on gère. Tout à fait. Ce sont des hommes et des femmes. C'est-à-dire, ce sont des clients que nous devons satisfaire. Donc, c'est tout un écosystème, tout un environnement que la personne doit appréhender, comprendre, maîtriser et tout simplement être dans l'amélioration continue. On y reviendra tout à l'heure pour développer tous ces aspects, surtout les aspects liés au marketing et à la communication. Réal, pourquoi avoir choisi le Sénégal? Ou bien vous naviguez entre le Sénégal et le Congo. Déjà, j'apprécie les termes très exhaustifs de notre expert, j'ai envie de dire encore une fois. Pour revenir à la question de savoir pourquoi le Sénégal et pourquoi naviguer entre le Congo et le Sénégal, le Congo est un choix naturel.
J'y suis né, j'ai grandi et fait mes études jusqu'au lycée, jusqu'à l'obtention de mon bac. Ça va faire aujourd'hui 7 ans que je navigue, que je suis même plus au Sénégal qu'au Congo-Brazzaville. Le Sénégal, à mon avis, est devenu la destination naturelle pour tous les Africains francophones qui souhaitent accéder ou bénéficier des études supérieures, aujourd'hui. On parlait il y a quelque peu de la Côte d'Ivoire, certainement, mais j'avoue aujourd'hui que le Sénégal a pris un relais fort. Félicitations Moubarak et ses collègues. Félicitations à tous les acteurs justement de l'enseignement supérieur. C'est un véritable travail qui a été élaboré et aujourd'hui c'est la destination quasi naturelle. Nous avions eu le Maroc également à une certaine époque, mais aujourd'hui le Sénégal est un hub et il ne faut pas le négliger. À côté d'être un hub pour les études supérieures, c'est également un hub pour les opportunités. Nous vivons très facilement au Sénégal. Honnêtement, nous n'avons pas de soucis particuliers, par exemple, avec, dans certains États, je dirais pas le nom, nous rencontrons des soucis avec l'administration, la police et tout le reste. C'est au Sénégal, il y a une certaine liberté que énormément d'Africains bénéficient énormément de liberté ici, même dans l'entrepreneuriat. Vous allez aujourd'hui être freelance. D'ailleurs, le Sénégal est composé majoritairement des gens qui sont dans l'informel. Nous qui nous lançons dans l'entrepreneuriat ici, que ce soit dans l'événementiel ou dans d'autres secteurs, nous nous considérons également comme des gens travaillant dans l'informel. Et bien gré ou mal gré, nous n'avons pas de contrôle. On ne nous contrôle pas autant que ça. On nous laisse évoluer jusqu'à un certain niveau où l'État va dire « Bon, c'est bon, vous avez travaillé, maintenant il va falloir vous régulariser et commencer à vous insérer commencer à vous régulariser tout naturellement. » C'est ces petites opportunités-là, ces petits plus-là que le Sénégal a, que certains États n'ont pas, et j'espère pourront avoir, qui font en sorte que le Sénégal devient aujourd'hui une destination naturelle pour tous ceux qui veulent entreprendre librement. Et donc, nous en bénéficions naturellement. Merci. Voilà. Un petit commentaire sur ce qu'il vient de dire. Oui, très important. Aujourd'hui, on est en Afrique. Être au Sénégal, au Congo, c'est pratiquement la même chose. Tout à fait. Alors c'est un pays qui est ouvert, mais aussi, on ne peut pas rester entre nous. Oui. Tout à fait. C'est important. À l'heure où aujourd'hui le Sénégal a toutes les opportunités en termes de ressources naturelles qui doivent être exploitées par les Africains. Je rappelle juste une célèbre phrase de Baïnias qui disait « l'Afrique aux Africains ». Tout à fait. L'Afrique aux Africains. Mais pas le Sénégal aux Sénégalais. Ah, non, pas le Sénégal. Non, en fait, parce que qui comprend la dimension panafricaine de Baïnias comprend qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Sénégal avec des Sénégalais. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui aussi, on a cette belle expérience aussi, et c'est l'entrepreneur et le chef d'entreprise qui parle. Moi, personnellement, je travaille très souvent, et jusqu'à présent, même actuellement, avec des jeunes Africains qui ont fait leurs études au Sénégal ou au Gabon, au Congo, etc., ici à Dakar, et qui ont décidé de rester au Sénégal. Nous sommes des Africains. Moi, j'ai fait mes études en France, à Nice. J'aurais pu rester à Nice. Et j'aurais aimé avoir les mêmes opportunités, n'est-ce pas, qu'on offre quand on est, en Afrique. Tout à fait. Et c'est ça le charme de notre continent. Aussi, les frontières, il n'y a pas de frontières pratiquement. Il n'y en a pas. C'est nous qui nous créons des frontières. Et Dieu a donné à l'Afrique toutes les ressources. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que comment permettre à un Sénégalais, un Gabonais, un Ivoirien, d'être dans la mobilité. Ça, c'est important. Et cette mobilité aussi, bon, naturellement, en termes des études, on l'a réussi. Oui. Et je vois aujourd'hui aussi des Sénégalais qui partent dans d'autres pays africains. Tout à fait. Alors qu'avant, c'était pas fréquent, c'était pas évident, mais aujourd'hui, des gens vont en Zimbabwe ou ailleurs. Voilà, c'est vrai. Hein, moi qui vous parle de travail en dehors du Sénégal. Voilà, vous voyez. Donc, qui partent ailleurs pour pouvoir étudier. Et maintenant, revenant chez nous, les opportunités sont là. Effectivement. Voilà. On prend l'agriculture, on prend l'industrie, quel que soit le secteur, le Sénégal a besoin de ressources humaines. De ressources humaines, mais qualifiées. Qualifiées, surtout. Et cette ressources humaines qualifiées,
on la voit chez des frères et sœurs qui sont comment dire, gambiens, qui sont camerounais, qui sont Guinéens et tout congolais. le reste. Et voilà, et donc c'est ça le charme, c'est ça l'ouverture du tout. Vous parlez tout à l'heure de ressources humaines de qualité, vous êtes également dans l'accompagnement des jeunes, vous avez des programmes d'accompagnement. Parlez-nous de ces programmes d'accompagnement, ils sont importants. Bon, il y a... Allez, faites de la publicité. Ah, Allez, c'est non, bien, en fait moi, je suis partisan vraiment de la connaissance. Oui. Voilà, donc, parce que c'est ce qui permet à l'Afrique d'être à jour. C'est ça. Et ce qui permet au Sénégal même, je dirais, d'être à jour, parce que nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Le monde évolue, j'ai l'habitude de le dire. Là, ça va très vite. Trop vite, oui. Et le comprennent ceux qui voyagent. Il faut voyager. Il faut sortir du Sénégal pour comprendre que les transports évoluent. Pour comprendre que l'agriculture évolue également. Les sciences évoluent. Même si aujourd'hui, on a tendance à dire l'IA, on a tendance à dire, quelles que soient les technologies numériques, mais si on fait une recherche approfondie, on se rend compte que pratiquement les gens sont déjà trop en avance par rapport à nous, et nous, on commence à découvrir. Voilà, c'est pour ça je m'inscris très souvent dans ce partage de connaissances avec les jeunes. Bon, d'où même l'initiative du Moubarak Leadership, qui chaque année prend une trentaine de jeunes gratuitement, pour les former dans le leadership, mais surtout l'économie de la connaissance. C'est important. Voilà. Et donc, du coup, il y a ce programme, mais aussi, il y a d'autres programmes maintenant qui sont liés à l'entreprise. Déjà, je peux te prendre l'exemple aujourd'hui de KPO, qui est le Centre africain de la performance et de l'excellence opérationnelle, qui accompagne les entreprises à la culture de la performance, n'est-ce pas, qui est une approche globale, et également permettre à ces entreprises-là d'être dans l'amélioration continue et de viser l'excellence opérationnelle. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent, et ce qui est intéressant, ils ont une doctrine, une façon de penser, une ambition. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, tous les pays, la Russie, etc., ce sont des pays qui ont une doctrine, qui savent ce qu'ils veulent. Mais au-delà de cette doctrine, ils savent occuper leur espace. Quand on dit l'occupation de l'espace, c'est la maîtrise, la compréhension de son écosystème. L'écosystème, des marchés, mais son environnement, mais aussi c'est des gens qui savent manager le temps. Notre pire ennemi, c'est le temps, mais ça peut être notre meilleur allié. Tout à fait. Mais également, ce sont des organisations qui savent piloter leur organisation. N'est-ce pas? Mais enfin, la discipline. La discipline qui doit être de rigueur dans les organisations. Et nous, c'est ce que nous essayons aujourd'hui, en fait, de partager avec toute l'humilité, avec le KPO. C'est l'occasion de saluer mon collaborateur, le président Alassane Batimera, et tous les collaborateurs qui sont ici au Sénégal et en France. Et on essaie en tout cas d'accompagner les entreprises. Maintenant, on ne peut pas parler de performance. Déjà, il y a une vision 2050, n'est-ce pas, le Jubal et le Jubanti. Dans le levier, pour nous, le levier central, principal, qui pourrait driver, n'est-ce pas, ce Jubal Jubanti, c'est cette culture de la performance. Mais partout, à l'école, dans nos organisations, l'industrie, l'agriculture, l'armée, n'est-ce pas, les instituts, partout, n'est-ce pas, les gens doivent vivre, n'est-ce pas, la performance. Et c'est ça qui nous permettra, et même dans le secteur informel, même qui est là, de pouvoir, parce que c'est le secteur qui donne plus d'économie, en fait, fait plus rentrer de l'argent, comme on dit, au Sénégal, de permettre à ces organisations d'avoir vraiment un bond en avant, n'est-ce pas, un déclic, un réveil, n'est-ce pas? Et c'est ce réveil-là qui va nous permettre
demain de pouvoir profiter des opportunités parce qu'on peut avoir toutes les richesses. Toutes les richesses. Tout à fait. Toutes les ressources humaines. Parce qu'on en a déjà. Ouais. Des ressources humaines, combien de séminaires on a organisés, mon frère? Hein, combien de colloques en Afrique? Combien de colloques au Sénégal? Mais vous savez ce qui nous manque? C'est l'effectivité. C'est la mise en œuvre. Mais c'est la démarche aussi. Et ça, nous devons en fait, en être conscients. Et cette conscience maintenant nous permettra d'atteindre l'objectif de dire que si on veut aller en 2050, n'est-ce pas, voici le chemin. Voilà. Et d'ailleurs, je me réjouis aussi qu'il y ait une vision 2050, parce que moi, dès 2013, je disais, et c'était avec le plateau de Tunkara, donc je salue d'ailleurs, en 2013, je lui disais, pour que le Sénégal se développe, il faut aller en 2045, je lui disais. 2013, hein? Je le disais. Déjà. Je le disais en 2045. Il me disait, c'est très long. Je dis, mais parce que c'est un processus. C'est-à-dire, c'est une éducation, un changement de comportement. Et ce changement de comportement aujourd'hui, on le voit avec le Djoub-Djoubal, n'est-ce pas? C'est une démarche. Maintenant, c'est bien. Ce n'est pas seulement un slogan, j'espère. Ça ne devrait pas être un slogan, mais ça doit être un fait, n'est-ce pas? Une réalité, n'est-ce pas, pour chaque Sénégalais, à chaque jour qu'on se réveille. Qu'on soit salarié, qu'on soit de l'administration, qu'on soit entrepreneur. Étranger. Non, mais qu'on soit citoyen africain. Qu'on soit citoyen africain, parce que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Et quel commentaire faites-vous de ce qu'il vient de dire? Il est entrepreneur, mais il ne s'est pas régularisé. Est-ce que ça également, ça fait partie du bol? Alors, aujourd'hui, moi, je ne suis pas sur le principe de rupture. Le rupture, ça dit, il faut une amélioration. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas au Sénégal. N'est-ce pas? Et il y a même une agence aujourd'hui qui s'occupe de l'encadrement, n'est-ce pas, du secteur informel. C'est l'occasion de saluer le directeur Adi Touré, qui est en train de faire un excellent travail. Il faut permettre les gens, n'est-ce pas, il faut les pousser de ne pas avoir peur de se lancer, ou bien d'avoir la démarche, ou bien même de se formaliser. Parce que, c'est-à-dire, il y a des a priori. N'est-ce pas? Parfois on dit, mais si tu te déclares, tu vas avoir des difficultés, tu vas payer des impôts. Mais parce que en réalité aussi, il y a un travail, n'est-ce pas, d'empathie. Une démarche professionnelle qui devrait être faite par les autorités. Les impôts aujourd'hui. Et si tout le monde est comme lui, est-ce que vous parlez d'impôts, est-ce que les gens vont payer les impôts finalement? Non, mais en fait... Si tout le monde est dans l'informel. Non, en fait, c'est ça en réalité. C'est-à-dire, il faut voir l'aspect autrement. Autrement. Comment? Moi, j'ai une démarche très simple. Et je l'avais théorisé avec le Soto. Bon, malheureusement, au Sénégal, on préfère écouter d'autres priorités, d'autres urgences, des faits divers, etc. Mais on n'écoute pas les gens qui font des propositions. Tout à fait. Voilà. C'est ça qui est malheureux. L'esprit Soto, l'esprit que j'aimais beaucoup. Voilà, l'esprit Soto, moi, je me suis dit aujourd'hui, chaque Sénégalais doit être fier de dire que j'ai payé les impôts. En contribuant même avec 1000 francs. Exact. 1000 francs. De dire que pousser une personne à dire, allez, tu payes 1000 francs pour c'est l'impôt. Déjà, tu pousses la personne vers cette culture de payer, de cotiser. Parce que les impôts, c'est une contribution. Voilà, c'est notre effort de contribution à l'effort de guerre. Très bien. Vous voyez? Et donc, du coup, si aujourd'hui on met la barre haute, et que derrière la personne ne sait pas ce que c'est les impôts, la fiscalité. C'est-à-dire, en fait, c'est réservé à une catégorie de personnes. Tout à fait. Voilà, ça, pour moi, il faut désacraliser tout ça. Il faut désacraliser. Et puis, le plus important, l'adapter à nos réalités locales.
C'est ce que les autorités nous promettent. Hein? Ah non, non, il faut, c'est-à-dire, dans toute chose, pour moi, aujourd'hui, et là, on a réussi à le faire avec l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui en parlent. Même les grandes entreprises. Parce que ce n'est pas développé. Mais nous, quand on a amené l'excellence opérationnelle, on l'a adopté à nos réalités locales. On fait de l'excellence opérationnelle dans les entreprises en Wolof. Oui, en Wolof. Pour permettre de montrer juste aux gens que c'est juste une démarche. N'est-ce pas? Une démarche qui te permet, de bout en bout, de pouvoir être performant avec ton organisation. Voilà. Donc, pour moi, dans tous les domaines, il faudrait que nous soyons souples. N'est-ce pas? La souplesse, l'ouverture, n'est-ce pas? Et l'adaptation à nos contextes africains. Voilà, parce que nous, on a l'habitude de tout prendre de l'autre côté et copier. Et ce n'est pas le même modèle. Merci Moubarak pour cette intervention. Je rappelle que vous suivez Entrepreneur Africain. Nous avons comme invité M. Moubarak, Cheikh Moubarak Wade, expert en communication, en marketing, et également M. Ryan, qui est un entrepreneur qui est congolais, qui est africain. Parce que Moubarak vient de nous rappeler la célèbre phrase de Bagnas, l'Afrique pour les... Très bien. L'Afrique aux Africains. Okay. Tout à fait. On va parler maintenant de difficultés. C'est vrai qu'au Sénégal, il fait bon vivre, le Sénégal est un pays accueillant, mais les difficultés ne manquent pas. Est-ce que Ryan, en tant qu'entrepreneur, a été confronté à des difficultés pendant son parcours d'entrepreneur? Vous savez, je sais que tout arbre qui s'élève haut dans le ciel doit pouvoir apprécier justement la brutalité du vent. C'est ce qui se passe très souvent quand un pays effectivement évolue. Les difficultés viennent également s'ajouter à tout cela. Le Sénégal, très belle destination, encore une fois, je le répète, offre énormément d'opportunités aux Africains en général, aux étrangers, que ce soit des Occidentaux, des Orientaux et tout le reste. Maintenant, il va falloir dire la chose de cette manière. Aujourd'hui, ce qui conduit les Africains en général au Sénégal, très souvent, si ce n'est pas le commerce, le business, ce sont les études aujourd'hui. Bon, il y a encore d'autres secteurs aujourd'hui avec l'avènement justement du pétrole et tout le reste. Ça reste encore, voilà, ça se travaille encore une fois. Oui. Mais la population étant très jeune, voilà donc les raisons pour lesquelles les gens viennent au Sénégal. Commerce et études, à mon avis. Après, on pourra toujours vérifier. Oui. Les contraintes qui peuvent se poser justement à cet avènement-là, justement à cette migration, j'ai envie de dire, peuvent être d'ordre, j'ai envie de dire, culturel. La friction, justement, qui, à mon avis, à mon sens, ne devrait pas exister. La friction des cultures, très souvent, a tendance à exagérer certaines tensions, j'ai envie de dire, qui, pour moi, encore une fois, ne devraient pas exister. Les Africains, venus d'ailleurs, considèrent le Sénégalais comme renfermé sur lui-même. Le Sénégalais considère l'autre comme étant quelqu'un de trop ouvert et ça va souvent dans tous les sens. Voilà, à mon avis, le seul souci que l'on peut rencontrer ici. Effectivement, il y a d'autres questions telles que des questions judiciaires, comment se régulariser, comment faire. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il va falloir faire un énorme travail de communication, justement, à ce niveau-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que la communication est très importante dans tous les secteurs de la vie. Que ce soit familier, business et tout le reste, la communication reste très, très importante. Dans ce sens où, si l'État, aujourd'hui, ou le gouvernement, ou les acteurs, justement, publics se rendent compte qu'il y a une énorme migration, une grande vague de migration, l'on pourrait s'arranger pour faire en sorte que cette migration-là se passe dans les meilleures conditions possibles, j'ai envie de dire. D'accepter la réalité, de se dire, aujourd'hui, nous devons accepter, les autorités doivent accepter que le Sénégal est devenu un pays cosmopolitain. Déjà commencer par là, accepter la réalité, se dire, ok, on reçoit tout le monde. Il y a vous savez, moi j'ai rencontré des Libériens ici. J'avais jamais rencontré de Libériens au Congo-Brazzaville. Encore, on dirait à cause de la proximité, mais on se dirait également pourquoi ils ne viennent pas au Congo-Brazzaville, mais ils viennent au Sénégal. Parce que le Sénégal est une terre d'accueil. Il va falloir l'accepter. De se dire, on accueille tout le monde. Quels sont justement les mécanismes ou les stratagèmes que l'on peut mettre en place pour faire en sorte que ces
ces venues-là, ça des venues prospères, bénéfiques justement pour tout le monde. Pour la population sénégalaise, pour la population étrangère et tout le reste. Pour que ça se passe dans le calme. Pour qu'il n'y ait pas de tension, de friction, de trop de difficultés. Il y en a toujours des difficultés, je suis totalement d'accord. Mais un effort de communication, de se dire, comme on dit, hein, c'est la terre de la Teranga, le pays de la Teranga, mais il faudrait que cette Teranga soit vraiment effective, aussi bien dans le terme, dans un terme, j'ai envie de dire, communicationnel, mais que ce soit vraiment de la réalité, qu'on saute cette Teranga partout où nous mettons les pieds. Pour moi, ce serait déjà un élan de se dire, OK, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, il y a des Africains qui viennent de partout ailleurs au Sénégal. Il va falloir qu'on crée des mécanismes justement pour favoriser l'entrepreneuriat ici, pour favoriser justement la venue de ces étrangers-là, j'ai envie de dire. Ce serait déjà un grand pas, à mon sens, pour développer tout cela. Qu'est-ce que vous pensez? Très important. En tout cas, à l'université, il y a déjà un effort de lancement de la carte d'étudiant entrepreneur. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bon de lancer le visa de l'Africain entrepreneur? Non, en fait, ce que je rajouterai à son élément en dehors du commerce et des études, les multinationales se multiplient, Tout à fait. s'installent au Sénégal. Tout à fait. Et ces multinationales recrutent à l'international aussi, c'est-à-dire elles ne sont pas enfermées. Et donc, c'est normal que quelqu'un qui a fait ses études, qui a une expérience, très souvent les gens des autres pays ont beaucoup d'expérience dans les organisations et voient que aussi l'environnement au Sénégal est favorable, donc tant sur le climat, donc sur l'aspect social, n'est-ce pas, donc l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Politique même. Politique, effectivement, politique, parce qu'on est un pays stable, hein, naturellement, on a toujours été un pays stable. Bon, il n'y a que juste durant les périodes d'élection que, voilà, et c'est normal. Mais c'est un pays stable. Et donc, du coup, les multinationales favorisent aujourd'hui, comment dire, ce choix porté par les Africains sur le Sénégal. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, quand vous rentrez dans les entreprises, ici aujourd'hui des grandes entreprises, je ne veux pas citer de nom, mais vous voyez des managers donc, qui sont en fait gabonais, congolais, etc. Tout à fait. Et qui font un excellent travail à côté des Sénégalais. Et de la même manière, moi je vois de la même manière un Sénégalais qui est en France, qui manage toutes des équipes. Des équipes, tout à fait. Voilà, moi, sans ne pas le citer, donc si je prends mon associé, comment on dit, Alassane Batimera, il est directeur de l'excellence opérationnelle du groupe Vinci en France. Bon, toute une organisation qui déploie, il est directeur. Vous voyez, rares sont les conseils d'administration en Europe où vous ne verrez pas un Sénégalais. Tout à fait. Et donc, cette fierté que je vois, moi, que j'ai de voir un Sénégalais à la NASA ou ailleurs, n'est-ce pas, c'est ce même sentiment que je vais avoir, n'est-ce pas, en voyant tout simplement l'Africain, donc le frère, je vais dire même le frère ou le sœur, n'est-ce pas, qui est dans une organisation avec ses compétences. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est là où, d'ailleurs, j'en profite, parce que quand tu parles de carte d'étudiant, de l'entrepreneur, je dis très souvent aux étudiants qu'on est dans un monde à forte concurrence. Tout le monde veut la même chose. Et il faut savoir se démarquer. Se démarquer, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de l'expérience. N'est-ce pas? Il faut être discipliné. Donc, si aujourd'hui, nos jeunes, on ne les forme pas, on ne les éduque pas, on ne les transforme pas à être de véritables, comment dire, patriotes, quand je dis patriotes dans le vrai sens, de véritables, comment dire, salariés, de véritables entrepreneurs qui savent ce qu'ils veulent, parce que, ça dit, comme j'ai l'habitude de dire, le give and take, tu ne peux pas recevoir sans pour autant donner. Et aujourd'hui, si tu vois un Sénégalais partir en Europe, il est l'exemple. Il faut le dire. Tu le vois même dans son comportement, il ne jette plus par terre, n'est-ce pas? Il est discipliné. C'est ça. D'accord? De la même manière, tu vois quelqu'un qui est dans une autre nationalité, qui vient au Sénégal aussi, il montre la discipline. Et donc moi, si je dois faire
le rapport, le choix, il doit être juste. Ce qu'une entreprise cherche, c'est des gens qui peuvent l'amener d'un point A à un point B. Tout à fait. Et là, point de nationalité, n'est-ce pas? Point comment dire, de race, mais c'est l'expérience. Maintenant, naturellement, il y a un aspect fondamental qui va arriver, c'est l'encadrement de la mobilité. Et ça aussi, de toute façon, on est dans un espace qui est ouvert et que chacun peut faire, comment dire, peut se déplacer, peut voir qu'aujourd'hui, moi, j'ai un marché sur lequel je peux soumettre. Et d'ailleurs, très souvent, les gens l'oublient d'ailleurs, on peut soumettre à des appels d'offres en dehors du Sénégal. Oui. Et donc, du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, en fait, moi, je parle pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, des gens comme moi n'ont pas ce problème de discuter ou bien d'échanger ou bien d'être en collaboration avec des frères et sœurs qui sont de la sous-région. Tout à fait. Et ça, tous les... D'ailleurs, c'est le concept de l'émission même. Voilà. Africain. On veut que tous les entrepreneurs africains se retrouvent ici. Oui, moi, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui est en Mauritanie, qui très souvent répond à des appels d'offres et m'associe. Il me dit, Monsieur Wad, voici un marché, est-ce que tu peux contribuer? Et je contribue. Oui, donc on est dans un espace ouvert et le plus important, c'est les compétences. Les compétences. J'ai envie de rajouter quelque chose justement dans ce que notre expert vient de dire. Moi, je lisais dans un livre qui s'appelle « Les entreprises qui réussissent en Afrique ». C'est un livre justement qui recense des leçons que l'entrepreneur africain devrait avoir. Il y a une phrase, je ne vais pas dire de manière littérale, mais qui dit « il faut accepter, il faut mettre la main dans le cambouis ». J'ai envie de dire que les étrangers tels que les Libanais, les Sud-Africains, enfin, je n'ai pas dit Sud-Africains, j'ai envie de dire les Pakistanais et tout le reste, qui viennent en Afrique, acceptent les réalités qu'ils vont trouver sur place. Voilà déjà un fait. Vous allez voir un Chinois qui va quitter la Chine ou un Indonésien qui va arriver, va lancer son commerce, qui va accepter toutes les réalités, les différences de langue, les différences justement, les impôts, les taxes et tout le reste. Ils font preuve de résilience. Et j'ai envie de rajouter la résilience justement aux compétences que vous aviez décrites tout à l'heure concernant justement l'attitude que devrait avoir un entrepreneur. La résilience, le fait d'accepter les réalités d'ailleurs et de se dire c'est comme ça, je vais m'adapter, mais le plus important c'est d'atteindre mon objectif. Et c'est cette résilience-là qu'à mon sens, il manque à certains Africains, ce qui n'a pas de sens du tout, parce que les gens qui viennent d'ailleurs, qui quittent des kilomètres et des kilomètres, en arrivant chez nous, s'adaptent jusqu'à parler Wolof, Manding, Malinké, tout ce que vous connaissez. Mais le frère d'à côté ou le frère d'Afrique centrale, quand il débarque au Sénégal, c'est le français ou rien. Il ne veut pas entendre parler d'autre chose. Alors que il est prouvé que la négociation au marché est plus facile en Wolof qu'en français. C'est de se dire, soit je garde mon français et je n'arrive pas à négocier avec le marchand en face, qui, lui, n'a rien demandé, parce que peut-être qu'il vient d'un village, il n'a jamais parlé français, il ne va pas commencer aujourd'hui parce qu'il a atteint 25-30 ans, il est dans ce commerce depuis des années, parce que vous voulez parler français. Non, c'est d'opter une démarche différente, de se dire, moi je veux atteindre un objectif, c'est de pouvoir avoir cet article-là à moins cher que prévu. C'est soit je m'adapte, je l'ai à moins cher que prévu, je continue mon processus, soit je garde ma position et je n'avance pas du tout. Et pour moi, les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs africains devaient faire preuve de résilience. Merci beaucoup. Voilà. Preuve de résilience. Moubarak, on va parler quand même de l'importance du marketing pour les entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs doivent maîtriser les outils du marketing? Alors, c'est important. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, il faut désacraliser les approches. J'ai un ami qui est à Sandaga, qui vend pas mal de staff. Et un jour, on discutait, il me parlait de son approche. À chaque fois qu'il me disait une approche à la sénégalaise, je lui disais, voici comment on l'appelle en technique, en marketing, en démarche. Donc, ce qui veut dire que si je reviens sur l'adaptation au niveau de nos réalités, il faut maîtriser le marketing tout simplement parce que à côté, là où on était sur l'optique vente,
où le client, on lui vendait ce qu'on avait envie de lui donner. Aujourd'hui, il faut s'intéresser à la voix du client. Voix avec X. Ouais, la voix du client. Ce que le client veut. Oui. Ses besoins, ses comportements. L'exemple que je donnerai aujourd'hui, en venant tout à l'heure, j'entends ma femme dire, comment dire, avec sa sœur, que cette année, les gens ont privilégié le e-commerce, la vente en ligne. La vente en ligne, oui. La vente en ligne, et que pratiquement dans les marchés, les boutiques fermées pratiquement à minuit, 1h du matin. Tous les commerçants aujourd'hui ont un dispositif de vente en ligne. De vente en ligne, très bien. Ça, c'est s'adapter au marché. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à le faire? Est-ce qu'ils sont allés apprendre le marketing dans le vrai sens? Ou c'est juste l'instinct de comprendre, l'instinct de survie? OK? Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on l'amène sur un aspect vraiment puriste et permettre à ceux qui nous regardent de pouvoir peut-être piocher des éléments essentiels, c'est que quand en tant qu'entrepreneur, là je m'adresse aux entrepreneurs et même peut-être celui qui est salarié et qui est chargé du marketing de l'entreprise, il devrait y avoir un alignement, n'est-ce pas, entre ce que nous proposons et ce que le marché veut. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, mieux même, la question, c'est de se poser ce que le marché veut d'abord. Qu'est-ce que le marché veut? Oui. Oui, c'est parce que on ne peut pas parler de marché sans la conditionnalité. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une demande. Effectivement. Et cette demande est exprimée par des individus. Voilà. Et ces individus, aujourd'hui, je prends l'exemple du Sénégalais un Sénégalais qui a besoin de quelque chose, qui veut consommer des produits ou bien des services. Il faut aller écouter. C'est ce qu'on appelle l'écoute du client. L'écoute client. L'écoute client avant même de se lancer. Et d'ailleurs, ça rejoint encore sur la démarche, comment faire pour entreprendre. Ça l'intègre. Donc, l'écoute. Faire du marketing, c'est de recueillir des données. Et celui qui détient les données détient le pouvoir. Tout à fait. Et quand on dit recueillir les données, c'est de poser des questions. Alors, encore une fois, ce n'est pas une question d'élever un niveau. On peut recueillir les données de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on veut aller très vite dans un monde, en fait, dans un écosystème qui est très informel au Sénégal, n'est-ce pas? Mais le plus important, il faut savoir poser la question ou bien observer, parce que ça évolue très rapidement. Surtout maintenant avec le marketing digital. Ça évolue très rapidement, très vite, n'est-ce pas? Et donc, du coup, le marketing, l'approche, la démarche, elle est importante. Et cette démarche, encore une fois, et cette étape où je parle, c'est une démarche d'étude. Qu'on a l'habitude de discuter souvent tous les deux. C'est une démarche d'étude, de compréhension des besoins. Donc là, encore une fois, la voix du client, l'écouter. C'est fondamental. C'est fondamental. Autrement aussi, autre chose, quand on écoute, on a les données, on sait exactement ce que le marché, donne comme information. Il y a d'autres données qui sont liées à l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de fiscalité, etc. Il y a tout un écosystème de l'environnement, donc sur la politique, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat du consommateur, mais aujourd'hui, les technologies numériques, n'est-ce pas, l'évolution, les transferts de technologies sont là, n'est-ce pas, entre autres, mais au moment où je parlais tout à l'heure d'ambition, je parle d'objectif. Ce que l'entreprise aujourd'hui, eu égard aux informations que l'entrepreneur ou bien l'entreprise a recueillies, de pouvoir bâtir, de savoir ce qu'elle veut et bâtir sa stratégie. Et ici, je dirais, il y a deux choses. Quand on parle de stratégie, on peut parler de stratégie marketing. L'autre peut parler de plan stratégique.
qui est d'abord, n'est-ce pas, qui surplante même la stratégie marketing. Il faut l'avoir. Mais dans la stratégie marketing, il faut avoir des objectifs. Maintenant, savoir à qui vendre La cible. la cible. La cible, tout à fait. Mais avant de cibler, il faut segmenter. C'est-à-dire faire un tri, savoir, parce que le marché il est hétérogène. Les besoins évoluent, sont hétérogènes, d'un client à un autre, d'un segment à un autre. Donc, on segmente pour avoir plusieurs catégories comment dire, de clients, de bien cibles, okay, et de pouvoir les cibler. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aime plus dans le marketing, c'est le positionnement. Le positionnement. Ah, j'adore. Parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire, quel est notre positionnement? Quel est mon avantage? Qu'est-ce que j'ai l'avantage concurrentiel? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Mais ça, je suis là de taquiner les étudiants, de dire que, bon, parce qu'il y a plus de 200 000 étudiants qui sortent de nos écoles de formation chaque année. Mais tout le monde, pratiquement... Ne peut pas avoir un job. Mais je me dis, s'il y a 200 000 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui sera recrutée, je me dis que ça devrait être moi. Mais pour que ça soit moi, qu'est-ce que j'apporte de différence par rapport aux autres? Après, il y a l'aspect qui est fondamental, et je vais résumer là-dessus rapidement. C'est l'aspect produit ou service. Offre de façon générale. L'offre de façon générale. L'avantage essentiel. Je pose juste l'avantage essentiel. C'est-à-dire, plusieurs questionnements. En quoi c'est important pour cette personne d'acheter ce produit? Je trouve une première réponse. En quoi c'est important s'il a cette réponse-là? En quoi c'est important jusqu'à trouver le véritable avantage, le sens même de l'achat, le sens même est là de pouvoir mettre son argumentaire là-dessus. Tout à fait. Et l'autre aspect fondamental, c'est le packaging, le nom. Il faut bien jouer là-dessus. Et le circuit, on peut en parler, mais je mets l'accent encore sur la communication. La communication aujourd'hui, si on a un très bon produit et qu'on ne communique pas, mais aussi au-delà de le communiquer, c'est savoir, et ça revient encore avec la voix du client, n'est-ce pas, par où on peut passer, quels sont les canaux adéquats, n'est-ce pas, pour pouvoir communiquer avec notre cible. Ça, c'est important. Tout à fait. Et on ne peut pas faire du marketing sans mesure. Il faut mesurer afin de savoir si ce qu'on a fait est bon. Et bon, donc, il faut poser des indicateurs. Effectivement. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux choses, des indicateurs de performance. Tout à fait. Il y a des indicateurs de suivi. Voilà. Donc, c'est important pour un entrepreneur de poser ça. Maintenant, après, il ne s'agit pas de le comprendre, mais de mettre en œuvre. De l'appliquer. L'appliquer. Et c'est là où la discipline arrive maintenant. C'est-à-dire se donner cette routine, n'est-ce pas, de très souvent. Bon, après, il y a ce qu'on appelle, quand on parle d'amélioration maintenant, savoir sur le long terme travailler sur sa stratégie, mais sur du court terme, n'est-ce pas, savoir réadapter maintenant la partie vraiment opérationnelle, sa communication, ses circuits, l'amélioration du produit, etc. Et une amélioration du produit, il faut écouter les clients. Alors, professeur, il y a un truc sur lequel il faut mettre l'accent aussi. C'est le service après-vente. Après-vente. Le service après-vente, il est important. Je pense que on devrait prendre des journées et des journées dans nos entreprises, dans les écoles, pour parler de cet aspect fondamental. Qui est le service. Ce qui est le service après-vente. D'accord. Ce qui est, comment dire, qui souffre. Qui souffre au Sénégal. Effectivement. Voilà, ça on le sait nous tous, on se met en tant que client.
les frustrations. Et celui qui sait anticiper sur certaines frustrations, n'est-ce pas, va être vraiment dans les résultats, va être vraiment dans les performances, parce qu'on a su écouter, n'est-ce pas, ce que le client veut. On a su gérer l'orientation, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'orientation client, on a su la maîtriser. Merci pour ces précisions qui vont de l'étude de marché jusqu'au service après-vente, en passant naturellement par l'élaboration de l'offre. Il a également insisté sur l'importance du packaging, sur l'importance du nom de marque, également de la distribution. Il a également insisté sur la communication. C'est l'occasion de donner la parole à notre communicant. Tout à fait. Quels sont pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à lancer cette agence qui, Moubarak, est dans le marketing traditionnel parce que lui, il est dans l'affichage classique. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde purement digitalisé. D'accord, il nous reste 3 minutes, on va essayer de... De toute façon, une 50. Très bien. Dans l'aspect communicationnel, justement, donc je disais tantôt, nous avons une régie publicitaire dont je suis associé, Lazare Imprimerie SARL, à Brazzaville, justement. Mais pas au Sénégal. Ici, je travaille avec Grand Quartier Label, qui est une sorte d'agence de communication, mais qui est établie surtout dans l'aspect culturel, justement, et l'événementiel, l'entertainment, donc le divertissement. L'aspect communicationnel prend une importance particulière, justement, à ce niveau-là. Mais malheureusement, dans certaines entreprises aujourd'hui, dans certains business, les gens ne prennent plus le temps de communiquer ou même d'évaluer, d'étudier le marché avant de commencer à communiquer. Si bien qu'ils rencontrent très souvent des obstacles tout au long de leur parcours, des incompréhensions du message, des résultats négatifs et tout le reste, parce qu'ils ne prennent pas assez de temps. À Brazzaville, nous sommes dans la régie publicitaire. Nous avons maintenant 14 à 18 panneaux dans la ville, 18 panneaux publicitaires. Oui, à Brazzaville. Pourquoi le choix justement de la communication classique au lieu de la communication digitale? Déjà, nous avons parlé de positionnement et nous avons choisi, au-delà de faire de l'imprimerie, d'aller vers la régie publicitaire parce que jusqu'à aujourd'hui, il va falloir l'accepter d'ailleurs, les réalités sont différentes. La communication digitale, certes, a pris énormément d'ampleur, mais dans un certain contexte, et parce que justement, nous avons fait une étude sur la population et nous savons effectivement que la population dans cette ville est beaucoup plus réactive justement aux panneaux publicitaires qu'à la communication digitale. Aujourd'hui, nous voyons les efforts de certaines entreprises qui font de la publicité, de l'affichage indoor, dans certains groupes, dans certains supermarchés ici, ce qui pourrait bien fonctionner à Brazzaville. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là que nous travaillons aujourd'hui. Après l'aspect justement des panneaux publicitaires, nous envisageons d'avoir également des panneaux indoor dans certaines grandes surfaces de la ville, ce qui pourrait effectivement remplir et répondre à nos missions et à nos engagements dans les prochaines années. Et la population brazzavilloise est très très réactive justement face à ces panneaux publicitaires-là. Ça permet de... On le dira jamais assez, mais au-delà de la télévision, de la radio, nous avons les affiches publicitaires, les panneaux publicitaires, les 4x3 et même d'autres dimensions, qui sont toujours à la mode. Qu'en Afrique, les gens font énormément et extrêmement attention aux panneaux publicitaires. La preuve, si vous mettez un message qui ne passe pas, vous les verrez sur les réseaux sociaux et les gens vous diront que ce panneau publicitaire dérange la population. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les gens font énormément attention aux panneaux publicitaires. C'est une communication de masse qui fonctionne également. Et donc, c'est pour répondre aux besoins de ces entreprises-là qui veulent communiquer en masse que nous avons justement décidé de mettre en place des panneaux publicitaires qui fonctionnent très bien. Est-ce que vous mesurez l'impact des campagnes de vos clients? Effectivement, le défi aujourd'hui, j'apprécie beaucoup la question d'ailleurs, le défi aujourd'hui en Afrique, c'est l'évaluation de ces campagnes-là. La mesure, comme l'a dit. Effectivement, la mesure justement. Des fois, on fait beaucoup d'actions, mais pas de mesure. Pas de mesure. Les entreprises aujourd'hui en Occident ont mis en place une technique, je crois, une sorte d'appareil justement qui est placé au-dessus des panneaux publicitaires. Ce sont des capteurs justement d'attention qui fonctionnent avec justement le regard, qui permettent effectivement de détecter le nombre de personnes qui ont posé les yeux sur cette affiche-là. Et pendant combien de temps? Ça va plus loin. Et pendant combien de temps ils sont restés posés dessus, sachant qu'aujourd'hui, l'attention de l'être humain a diminué selon certaines techniques avec l'IA. On est à 3-4 secondes à peine d'attention.
Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des réseaux tels que TikTok ne nous aide pas, où nous passons notre temps à screener, et l'attention de l'être humain diminue de plus en plus. On est passé de 5 secondes aujourd'hui à 3 secondes et demie d'attention. Donc ces appareils-là, bien que nous voulons bien les acquérir d'ailleurs, c'est en discussion, pour pouvoir justement dire à ces entreprises-là, écoutez, vous avez posé un panneau pendant 1 mois chez nous, et voilà le nombre de personnes qui ont posé les yeux dessus. Et à côté de ça, faire également d'autres évaluations qualitatives au-delà de l'aspect quantitatif. Merci, Voilà. merci. On va donner la parole à Moubarak pour son mot de conclusion. Moubarak, peut-être des conseils aux jeunes Africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et pour conclure. Alors, moi la conclusion, je la réserve au sport, si tu veux bien. Oui. Parce que, comme on dit, dans toute chose, il y a une opportunité. Aujourd'hui, le Sénégal cherche la cohésion, n'est-ce pas? On appelle à l'entente. Le Sénégal, aujourd'hui, cherche à accompagner ces jeunes, comment dire, à s'insérer, donc à trouver de l'emploi. Les communes cherchent aujourd'hui à se développer. Et il y a une opportunité, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et donc moi, au-delà aujourd'hui du comité de gestion des Jeux, donc le COJOJ, qui fait un travail extraordinaire, mais qui recrute aussi. Il y a beaucoup de recrutement, donc des appels à candidature, des appels d'offres. J'invite les jeunes Africains à être très curieux sur ces appels d'offres, de pouvoir postuler, pour pouvoir intégrer les services du COJOJ, d'être des volontaires, etc. Mais au-delà, parce que ça c'est le COJOJ, mais au-delà, il y a énormément d'opportunités d'ici 2026 pour les communes. Parce que si le COJOJ a une circonscription, un cadre, en dehors du cadre, ce sont des milliers de personnes qui viennent au Sénégal en 2026, qui viendront. Les communes, comme par exemple Saly, n'est-ce pas? La ville de Saly, donc il y a comment dire, les jeux, il y a comment dire, des stations. Diamniadio, Dakar, n'est-ce pas? Thiès, tout cet écosystème aujourd'hui doit pouvoir saisir les opportunités des Jeux Olympiques. Même, je dirais, même la vendeuse de Thiaf, n'est-ce pas? Les communes doivent accompagner les jeunes entrepreneurs dans les communes à saisir les opportunités qui tournent autour des Jeux Olympiques. Très bien. Et moi, c'est un plaidoyer que je fais et on fera notre contribution là-dessus aussi. Donc, de pouvoir conscientiser les communes, n'est-ce pas, à créer un cadre pour permettre aux jeunes, même l'industrie culturelle par exemple, n'est-ce pas, de mieux vendre, de montrer comment dire, la culture sénégalaise à travers les habits. Comme on l'a fait pendant le défilé du 4 avril. Le défilé du 4 avril, etc., les artistes, etc., pour vendre la destination du Sénégal. Alors, je terminerai pour dire que toutes les opportunités sont chez nous, n'est-ce pas? L'Eldorado, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Et cet Eldorado, c'est à nous de construire ce continent. Merci. Voilà, je vous remercie. C'est un plaisir d'avoir partagé. Merci à vous également. Pour pouvoir conclure, je dirais, je demanderai, c'est un appel solennel aux grandes institutions, aux grandes organisations, d'accompagner l'effort d'entrepreneuriat, justement, de tous les acteurs, quel que soit le secteur, que ce soit la communication, l'événementiel. C'est un défi que nous rencontrons tous les jours. D'ailleurs, moi, j'organise avec des collègues un événement qui aura lieu le 3 mai, qui va s'appeler La Récré. À côté de ça, nous avons énormément d'événements que nous organisons, tels que le Continental et tout le reste. La Nuit des Étoiles, Congo to Africa. D'ailleurs, c'est un très grand événement qui réunit les Congolais, les Sénégalais et tout le reste. Nous faisons toujours face aux problèmes liés aux finances et tout le reste, et même à l'accompagnement, dans la stratégie et tout le reste. Et donc, l'appel serait que ces organisations-là, que ces experts-là, tels que vous par exemple, n'hésitiez pas à... Nous nous rapprocherons de vous, mais ayez au moins les mains ouvertes, histoire de nous écouter au moins, afin que nous avancions et que nous faisions avancer justement l'entrepreneuriat en Afrique, quel que soit le secteur. Merci beaucoup. Merci en tout cas ici à CNM, nous commençons déjà, nous vous offrons ce plateau-là qui vous permet de vous exprimer, de dire ce que vous voulez dire. Moubarak, merci d'avoir accepté cette invitation. Réane, merci à vous, c'est moi qui vous remercie. L'invitation. Vous aussi, nous vous remercions de nous avoir suivis.
et vous donnons rendez-vous le mardi prochain, Inch'Allah. Mardi prochain, on aura comme invité Malay Ndao. Ah, le grand malade. Le grand Malay, merci beaucoup. Merci à vous.